Et merci beaucoup d'être là. Bonjour, bonjour à tout le monde. Mon nom est Isabelle Orellana, pour ceux qui ne me connaissent pas. Puis au nom de l'équipe du Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté de l'UQAM, qui se situe à l'île de Montréal, un territoire traditionnel de la nation Gagné-Nehaga, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à cette dernière activité de nos journées de l'éducation relative à l'environnement 2022. Alors, bien que nous ayons cet après-midi encore une activité, c'est notre assemblée générale, l'assemblée du centre. Nous, c'est avec cette conférence de ce matin que nous allons clore en fait ces journées de l'éducation relative à l'environnement. Et puis, c'est avec un grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui notre invitée, Angela Barthez, qui présentera une conférence intitulée « Débat autour de l'éducation politique dans les questions environnementales et de développement ». Mais je laisserai ma chère collègue Lucie Sauvé, qui animera cette conférence, la présenter plus en détail. Mais avant de lui laisser le microphone, je voulais juste annoncer que malheureusement, je ne pourrai pas rester jusqu'à la toute fin. Je dois m'excuser, mais l'Assemblée générale requiert de ma intervention pour des petits détails. Alors, voilà, mais c'est Lucie qui va donc clore cette activité. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être là avec nous ce matin. Merci Isabelle. Alors, j'aurai donc le plaisir de vous présenter ma collègue Angela Barth. Et peut-être que je vais me permettre de rappeler deux éléments de contexte actuellement dans le cadre de ces journées du centre de recherche, les journées du Centraire. Le premier élément de contexte, c'est quand même qu'on célèbre aujourd'hui, le 14 octobre, la journée mondiale de l'éducation relative à l'environnement. Alors, on est 40 ans pile après la date de la première conférence intergouvernementale sur l'éducation relative à l'environnement. C'était la conférence de Tbilissi en 1977 qui avait été organisée par l'UNESCO et le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Et c'était le lancement, en fait, du programme international d'éducation relative à l'environnement. C'est un moment d'histoire qu'il est intéressant, en fait, de se rappeler, et ça vaut la peine de lire ce document fondateur du champ de l'éducation à l'environnement et qui est encore bien d'actualité. Hein. Dans le rapport de la conférence, on rappelle le lien étroit entre les problèmes sociaux, les problématiques environnementales, et puis surtout, mon Dieu, on lance un appel particulièrement pour la mobilisation de l'éducation formelle et de la formation des enseignants via des politiques nationales. Et bon, 40 ans plus tard, on est encore, dans la plupart des pays, à attendre ces politiques internationales. Alors, mais je vous encourage à relire quand même ce document fondateur. Deuxième élément de contexte, ben, on se retrouve ici à cet écran rassembleur. Ben, on se retrouve au lendemain d'une très, très belle rencontre dans le cadre des journées du Centraire, justement, qui portait sur les pédagogies critiques avec Gina Tézé, Irène Pereira, Benoît Urgelli. Et ce qui est fabuleux, c'est que les conférences, les journées du Centraire sont enregistrées. Donc, on va pouvoir accéder à rebours et voir à quel point il y a un beau lien à faire entre justement le propos de la rencontre d'hier sur la dimension critique de l'éducation à l'environnement et évidemment la dimension politique qu'on va aborder aujourd'hui parce que les deux sont indissociables. Alors donc, pour parler d'éducation politique, qui d'autre que notre collègue Angela Barth qui en a fait un champ de spécialisation privilégié. Alors, Angela, elle est professeure à l'Université d'Aix-Marseille en sciences de l'éducation et de la formation. À l'université, elle est vice-présidente au pôle territoriaux d'innovation.
Elle y est aussi membre du conseil de département de l'Institut universitaire de technologie. Elle est responsable ou encore membre du comité de pilotage de très nombreux projets de recherche, projets nationaux et internationaux. Et puis en 2020, elle a accepté notre invitation à titre de chercheur associé au Centraire. Alors, et sur le site du Centraire d'ailleurs, ou sur le web, on peut trouver une liste de ses très nombreuses publications. Alors, Angela Barth, elle s'intéresse aux questions d'environnement, de développement, de patrimoine. Elle s'intéresse aux questions liées au territoire. Elle a travaillé en particulier sur le contexte de la ruralité. Elle se penche sur la question du climat, de la biodiversité, de la transition et particulièrement dans le contexte qu'elle explore de l'Anthropocène. Alors, elle a développé une expertise sur les différentes formes d'éducation qui traitent de ces questions-là, et en particulier une expertise en matière d'éducation aux politiques qui est finalement transversale. Et puis, parmi ses activités éditoriales, j'aimerais souligner qu'elle est membre du comité scientifique de la revue Éducation relative à l'environnement que nous éditons ici à l'UQAM. Et plus récemment, Angela a eu l'initiative d'un numéro thématique de la revue Éducation et socialisation sur le thème de l'éducation aux politiques. Et c'est dans ce contexte-là que plus récemment, j'ai eu le grand plaisir de travailler, de collaborer avec elle et avec notre collègue Frédéric Tortera de l'Université de Montpellier. Alors, je vous invite vraiment à accéder, à feuilleter, à vous délecter de ce numéro 63 de la revue Éducation et socialisation. Alors, merci beaucoup, Angela, d'avoir accepté notre invitation à la fin de cette semaine. Les semaines sont toujours très lourdes pour des gens aussi engagés que toi. Et donc, merci d'avoir accepté de participer à ces journées du Centraire. Alors, avec plaisir, nous allons t'écouter et puis ensuite, on va ouvrir un moment d'échange entre nous. Alors, on va passer à l'installation du diaporama. Est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez? Ça va très bien, Angela. Ça marche, c'est formidable. Oui. Merci beaucoup en tout cas de votre formidable accueil. Je suis très ravie d'être parmi vous parce que moi je crois que le Centraire c'est quand même la référence francophone de l'éducation relative à l'environnement et tout ce qui a suivi derrière. Et donc je suis très honorée d'être là parmi vous et je suis très contente donc de pouvoir partager les actualités de la recherche en ce moment en France. Voilà, donc merci Lucie, merci Isabelle, merci Hugues, merci Samuel et merci à tout le monde pour ce formidable accueil. Donc, ce dont j'aurais voulu vous parler aujourd'hui, c'est plus particulièrement de l'éducation aux politiques dans les questions environnementales et de développement. Alors, pourquoi éducation aux politiques? Parce que je crois qu'on a eu plusieurs époques dans les éducations environnementales et celle-là, c'est la dernière. C'est la dernière et il y a un changement de paradigme en ce moment et c'est un petit peu là-dessus que je souhaite centrer mon intervention et la conférence. Voilà. Alors, afin d'argumenter un petit peu ça et d'expliciter les contextes de cette éducation politique, eh bien, ce que je voudrais faire d'abord, c'est finalement enfoncer quelques portes ouvertes. Voilà, on va pouvoir continuer. Donc, la première chose quand même que je voulais faire, avant d'entamer notre sujet bien particulier, c'était d'enfoncer quelques portes ouvertes parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose qui est très évident pour tout le monde, mais qu'on a tendance à ne pas répéter et à ne pas répéter assez. Et en l'occurrence, c'est que finalement, toutes les communautés, tous les groupes sociaux, eh bien, ils possèdent des savoirs et que ces savoirs, finalement, eh bien, il constitue une identité de groupe, une identité de valeur, une identité d'intérêt. Et que ce qui se passe, c'est qu'en fonction de comment on utilise ces savoirs, eh bien, finalement, ça détermine un petit peu la place des gens qui les possèdent
Et ça détermine leur socialisation. Alors, pourquoi il dit ça? Parce que finalement, tous les savoirs n'ont pas la même valeur sociale, et puis tous les savoirs n'apportent pas les mêmes avantages sociaux. À titre d'illustration, si vous parlez l'anglais, vous êtes quand même beaucoup mieux armé que si vous parlez, par exemple, le Wolof, qui est un dialecte du Sénégal, pour mes collègues de l'autre côté de l'Atlantique, pour tout un tas de raisons. Et donc, en fait, je voulais replacer la question des savoirs à transmettre et de la transmission des savoirs. Il ne faudrait pas oublier, et je pense que c'est central, que c'est avant tout, et avant toute chose, un enjeu politique, un enjeu d'affirmation des communautés et un enjeu de pouvoir. Alors, ça paraît évident, effectivement, on le sait, et en même temps, je crois que pour parler de la question de l'éducation politique, c'est pas mal de le rappeler en position centrale. Évidemment, et ça on le sait, nous, là où nous sommes, en éducation relative à l'environnement, c'est que finalement, il existe une grande variété de savoirs et ils sont tous insérés dans des rapports de pouvoir et que ces rapports de pouvoir, finalement, eh bien, ça rend inévitable l'existence de conflits de savoir et de luttes dans leur transmission, et ce, à tous les niveaux. Donc, ce qu'on traite beaucoup en éducation relative à l'environnement, par exemple, c'est les savoirs autochtones, les savoirs locaux. Or, ces savoirs, ils rentrent en opposition frontale avec les savoirs d'éducation formelle. Pourquoi? Parce que finalement, ils portent en eux des visions du monde qui sont en partie incompatibles. Donc, on a plein d'exemples du même type. Pensons aux médecines douces versus la médecine traditionnelle, pensons à la gestion traditionnelle des forêts, pensons à l'agro-paysannerie, pensons aux langues régionales, et puis bien sûr, quand on pense à l'école, on est plus sur les savoirs de l'école coloniale, décoloniale, sur les questions d'extractivisme, bien vivre, etc., etc. Donc voilà un petit peu le cadre, et ça me permet ensuite d'aller dans le problème qui nous concerne, c'est-à-dire la prise en charge des problèmes et des enjeux sociétaux dans le monde, à la fois par les réponses, par les institutions éducatives, mais aussi par les sphères professionnelles, par les citoyens et puis par les institutions. Donc, quand on a un problème, quel qu'il soit, un enjeu global, donc d'environnement par exemple, nous concernant, mais aussi de santé, de citoyenneté, eh bien, on a différentes sphères qui les prennent en charge. Et les sphères militantes, institutionnelles, eh bien, elles ne sont pas équivalentes et elles reflètent des rapports de force du moment. Et finalement, l'éducation qui en sort, l'éducation qui sort par rapport à ce problème et cet enjeu sociétal, eh bien, elle dépend largement du poids que prennent les institutions, du poids que prennent les réponses citoyennes et les militants, et du poids que prennent les instances différentes pour la constitution du curriculum et de comment on le mène. Alors, bien entendu, du coup, alors là, je suis allée trop vite et je peux même retourner en arrière, donc ça, c'est formidable. La question qui se pose, c'est finalement quel lien et puis quelle place on a entre les différents courants d'éducation relative à l'environnement et de développement. J'appelle ça les questions environnementales et de développement. Donc, la première chose, je pense, qui me paraît importante, c'est de les resituer dans un ensemble et puis de les mettre en systémique et de prendre conscience de ces courants, où est-ce qu'ils se situent, et de prendre conscience aussi de savoir qu'est-ce qu'on veut transmettre, et puis de savoir aussi qu'ils sont multiples, ces courants éducatifs, même si on a tendance, le monde, on va dire, nous pousse à en favoriser, le monde dominant nous pousse à n'en connaître qu'un ou deux ou trois. Et donc, si on part de cette constatation-là, eh bien, on pourrait dire que très schématiquement, il y a trois grandes sphères d'influence: la sphère institutionnelle et des politiques internationales, la sphère militante, citoyenne et puis expérientielle, et puis les sphères productrices de savoir savant, les chercheurs, ceux qui les transmettent, ceux qui transmettent derrière, les enseignants, etc., etc. Alors, évidemment, la sphère institutionnelle et politique internationale va diffuser ses propres directions ou ses propres politiques. Donc, celle qu'on connaît le plus, nous, à l'heure actuelle, c'est les 17 ODD, mais il y en a d'autres. Il y a One Health, pardon pour la faute de frappe. Il y a aussi l'économie verte, l'économie circulaire, les transitions énergétiques, les éco-gestes, etc., etc., etc. Donc, celles-là, vous les connaissez bien. Et puis, il y a les sphères militantes qui amènent aussi, finalement, leur pierre, parce que
elles ne défendent pas forcément les mêmes valeurs, les mêmes intérêts. Et donc, on va avoir d'autres courants que ceux qui sont amenés par les sphères institutionnelles. On va reconnaître ici les naturalistes des années 70 dans leur version militante, hein, les premières. Et puis, on va reconnaître aussi les écoféministes, les urgences climatiques, les pédagogies critiques, les résistances à l'extractivisme, le bon vivre, les expressions artistiques, et bien d'autres. Hein. C'est pas, bien sûr, il y en a beaucoup plus que de politiques institutionnelles, en fait. Voilà, même si elles sont un petit peu moins connues. Et puis, il y a ce que produit les savoirs savants, donc les universités et puis tout ce qui se passe autour. Et en ce moment, eh bien, elles développent des courants tels que l'éducation à l'anthropocène, l'éducation produira autrement, l'interculturalité, le rôle de l'interculturalité dans les questions environnementales, les épistémologies du Sud. Bon, là aussi, c'est pas du tout restrictif. Donc voilà, donc je pense que la première chose, c'est de bien savoir et de bien comprendre tous ces courants éducatifs, d'où ils viennent et comment s'organisent les rapports de force entre eux. Si je vais un petit peu plus loin, eh bien, on peut aussi se replacer non pas dans les rapports de force actuels, mais plutôt dans le temps et comprendre que finalement les courants éducatifs suivent les enjeux de l'actualité. Donc, ils suivent les enjeux de l'actualité. Donc, ça, c'est des choses que vous connaissez bien. On avait, dans les années 70, finalement, avec les conférences des Nations Unies sur l'environnement de 72, une prise de conscience progressive d'un environnement fini, au sens de, on ne peut pas pomper les ressources indéfiniment. Donc, et donc, à ce moment-là, eh bien, se greffe à ça un modèle militant éducatif avec des visées éducatives parfaitement émancipatrices, et puis la naissance alors c'est très schématique, hein, de l'ERE, donc l'éducation relative à l'environnement. Et puis, dans cette période-là, il y a plusieurs courants qui s'installent, donc les naturalistes, les écoféministes, les mises en récit beaucoup plus tard, puisqu'ils sont liés au parc naturel, et puis la mise en récit des territoires en tant que trajectoire. Donc, c'est déjà un petit peu plus institutionnalisé, l'éco-formation, etc., etc. Et puis, petit à petit, s'instaure finalement la prise en compte de l'impact anthropique par le politique, et puis les énoncés d'enjeux globaux sous forme de problématiques globales. Là, vous reconnaissez finalement l'affiliation et puis la transformation des éducations environnementales vers les éducations au développement durable. À ce moment-là, on a le rapport Brundtland de 1987 qui replace la question de l'environnement dans la croissance, finalement, et puis dans la croissance, mais en prenant en compte que l'environnement est fini et donc instaure un certain nombre d'autres façons de faire. Et puis, se développent donc dans les années 90-2000 les deux périodes de l'éducation au développement durable. Donc la première, c'est celle qui a trait à la décennie 2004-2014, et puis la seconde, c'est celle qui a trait aux 17 ODD 2015-2030. Donc là, on a une évolution aussi des courants. Donc le premier, 2004-2014, il est très comportementaliste, comment bien trier ses déchets, etc. Ça, vous le savez. Et puis, il y a, qui se développent en parallèle, des courants systémiques, des courants critiques, et puis un autre courant qui se développe à partir de 2017, appuyé sur les 17 ODD, eh bien, qui reprend de manière un petit peu plus complexe et un petit peu plus multiréférentielle cette question de développement durable. Et puis, nous, là, on arrive finalement à un changement de paradigme avec finalement une remobilisation populaire autour des urgences climatiques. Il y a une pression populaire, il y a une reformulation des résistances, et puis finalement, il y a des visées de citoyenneté politique qui font que d'autres types de courants environnementaux, eh bien, de courants d'éducation à l'environnement se développent. On a bien sûr les gros courants institutionnels, transition, économie verte, circulaire, etc. Mais on a tous les autres, c'est-à-dire urgence climatique, éducation politique, anthropocène, ben vivre, etc. Donc en fait, voilà, on a quand même une évolution dans le temps. Elle est portée, cette évolution, par l'actualité à la fois de prise de conscience d'un environnement fini jusqu'à la remobilisation populaire du climat, et à la fois par les grandes dates des institutions qui nous passent
par les sommets de Rio, de Johannesburg, les conférences des Nations Unies pour le développement durable, et puis là, à l'heure actuelle, les transformations vers la responsabilité sociétale des entreprises, les économies vertes, et puis tout ce qui arrive maintenant qui est un petit peu flou parce qu'on est vraiment, pour moi, à un changement de paradigme. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça? Je parle de ça parce que je vais revenir tout à l'heure à la question des rapports de force et des enjeux différents qu'il y a dans le centraire et comment se positionne l'éducation politique. Ce que je voulais dire, c'est que pendant toute la période de l'éducation développement durable, eh bien, le courant institutionnel et international notamment a été largement dominant. Comment ça s'est passé? Eh bien, il y a eu un cadrage de la sphère politique par la sphère politique internationale, notamment de l'ONU. Et puis, finalement, tout ce cadrage politique, donc cet arrivage politique, eh bien, il s'est diffusé dans la société, civile et dans l'enseignement via, eh bien, en Europe en tout cas, les stratégies européennes de développement durable, les stratégies nationales de développement durable, les programmes nationaux. Les États ont donc diffusé tout ça dans les programmes à tous les échelons du système éducatif, mais cette politique a également diffusé dans les collectivités territoriales à l'aide de dispositifs, par exemple les agendas 21 ou les agendas 2030, les projets de territoire, et puis également dans les associations, puisque dans les associations, eh bien, on a fléché les subventions, on a fléché largement les différents dispositifs vers les ONG, vers les responsabilités sociétales des entreprises. Donc, on a une diffusion de cette politique totale, à la fois dans les collectivités territoriales, dans l'enseignement, dans les sociétés civiles, les entreprises, et on a de nouveaux liens qui se tissent entre éducation et territoire. Donc, tout ça, vous le connaissez parfaitement bien. Voilà. Et la chose que je voulais quand même préciser, c'est qu'au cours du temps et dans cette frise, on n'a pas le même poids entre les différentes sphères, et notamment les sphères militantes ou les sphères institutionnelles. Et que ces poids et finalement ces rapports de force, eh bien, ils évoluent. Quand on se retrouve, par exemple, au moment de la guerre de Vietnam, alors j'ai mis quelques événements parce qu'ils m'ont semblé importants, mais il y en a bien sûr beaucoup plus. Quand on se retrouvait au moment de la guerre du Vietnam, il y avait une très grosse pression populaire. Et donc, c'est cette pression populaire qui a permis aussi de mettre en œuvre des modèles militants d'éducation relative à l'environnement, divers et variés. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'on s'est retrouvé avec la chute du mur de Berlin, avec le renforcement du libéralisme, avec l'instauration des politiques de développement durable, et qu'à ce moment-là, les sphères militantes ont perdu du poids, en même temps que le RE a perdu du poids et a été remplacé finalement par une très grosse institutionnalisation de tout, et puis finalement un gros poids des institutions qui a un petit peu piloté, et un remplacement partiel, on va dire, hein, il y a toujours des gens qui résistent, remplacement partiel de l'éducation au développement durable, de l'éducation relative à l'environnement donc un peu plus émancipateur, par l'éducation au développement durable qui, elle, est plus à visée éducative comportementaliste ou développementaliste, c'est-à-dire c'est une insertion dans le libéralisme pleinement et à plus d'un titre, et notamment au niveau des dispositifs. Et puis, je pense que là, actuellement, eh bien, ma foi, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Il y a eu les printemps arabes, il y a tous les mouvements que vous connaissez, Friday for Future, les coquelicots, les gilets jaunes en France, mais il y en a énormément d'autres de par le monde. Et puis, finalement, on se retrouve dans un contexte où, eh ben, de nouveau, on a le poids des sphères militantes qui remonte, et de facto, le poids de l'éducation relative à l'environnement se renforce de nouveau, l'éducation au développement durable commence à flancher d'une certaine manière, et on a un changement de paradigme avec de nouveaux possibles, des nouvelles possibles émergences éducatives pour ces questions environnementales et de développement. Donc, voilà, donc la première période avec un poids militant important, eh bien, il y a une émergence de courants éducatifs multiples d'éducation relative à l'environnement. On a une période des années 90 à 2015, on va dire, où on a des courants éducatifs relativement unis, référentiels et très technicistes.
Et ce qu'on a, on a tendance à dire, quand ils sont très technicistes, ils sont aussi très anti-politiques. C'est-à-dire que tout ce qui est technique, comme par exemple trier ses déchets, c'est une politique, mais ce n'est pas exprimé comme tel. Et donc, c'est une politique, ce sont des postures politiques qui sont cachées. Et on a l'habitude d'utiliser ce vocable anti-politique. Donc, on a ces courants éducatifs un peu uniréférentiels autour du développement durable, plus bien sûr un certain nombre de résistances qui s'inscrivent là-dedans. Là, moi, je voudrais saluer quand même le rôle particulier qui a été joué par le Centraire dans la sphère francophone pour maintenir cette résistance dans cette période très difficile où finalement l'institution a pris relativement le dessus. Et moi, je crois quand même que là-dedans, le Centraire qui existe donc depuis très longtemps a su garder un cap alternatif, a su garder un cap critique, a su permettre qu'il y ait encore ce lien entre les questions environnementales et puis les politiques dominantes qui nous ont été proposées pour le développement durable. Et ensuite, permet maintenant véritablement, puisque ce Centraire existe toujours et joue ce rôle politique assez fondamental pour moi, et permet finalement un retour aux possibles émergences et aux naissances des éducations aux politiques multiples. Et je pense qu'on en est là vraiment, c'est-à-dire à ce changement de paradigme, c'est-à-dire à cette nouvelle naissance, cette nouvelle possibilité d'ouvrir les nouveaux paradigmes et cette nouvelle possibilité d'ouvrir vers une éducation politique dont on ne sait pas encore tout à fait ce qu'elle sera. Il y a des chercheurs qui poussent vers l'éducation à l'anthropocène, d'autres vers les pédagogies critiques, des mouvements sociaux qui travaillent dans leur direction, qui sont parfois aidés par la sphère savante, parfois contrés par la sphère savante. Enfin, il y a plusieurs postures. Voilà, donc je voulais aussi passer un message d'espoir par rapport à cette période un peu longue qu'on a eue quand même d'éducation au développement durable. Et je voulais aussi particulièrement remercier à ce niveau-là le Centraire parce que moi, je suis arrivée dans la recherche sur ces questions-là au milieu de cette période comment dire, difficile institutionnelle. C'est-à-dire que je suis arrivée vers les années 2008-2009 et donc j'ai découvert la façon très uniréférentielle de traiter les questions environnementales. Et il a quand même bien fallu qu'à un moment donné, j'arrive à m'appuyer sur autre chose pour participer à ce mouvement de résistance. Et voilà, et le Centraire a joué quand même un rôle, à mon sens, assez fondamental là-dedans. Voilà, donc voilà. Et donc je reviens en effet sur ce qui pousse en ce moment maintenant, puisque c'est ce qui nous intéresse, c'est cette fameuse éducation politique. Et donc je reviens à ce fameux numéro 63, donc qui a été dirigé par trois personnes, dont Lucie Sauvé, moi-même, et puis Frédéric Tortora de l'Université de Montpellier, qui expose, mais un parmi d'autres, hein, il y en a beaucoup d'autres en ce moment qui font ça, mais c'est effectivement, il y a une convergence qui expose l'éducation politique pour les questions environnementales et de développement. Alors, je vous ai mis là, finalement, je vous ai mis là le sommaire parce qu'il a quand même son petit intérêt pour exposer les grands points de cette fameuse éducation politique qui émerge. D'abord, cette éducation politique qui émerge, elle arrive dans un contexte de mutation contemporaine et qui porte tout un tas d'enjeux socio-historiques. Et donc ça, je crois que dans la convergence de toutes ces nouvelles éducations qui arrivent, c'est important de le signaler et de le replacer dedans. Donc je ne rentre pas dans les détails des personnes qui ont écrit là-dedans, mais je reste dans les grands titres. Et puis, deuxième point qui me paraît important, c'est qu'il y a une très grande diversité des approches. Puisqu'on est dans une éducation en train de se faire, eh bien, il y a une très grande diversité des approches. Et donc, toutes ces diversités, toutes ces approches, elles participent des rapports de force émergents qui affaiblissent en ce moment un petit peu l'institution et puis qui renforcent de nouveau les pouvoirs citoyens. Et puis, bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de parler de l'école, malgré tout. Donc, quand on parle de l'école, eh bien, là, ici, on parle d'itinéraire disciplinaire et de ce que ça change, cet état de fait, sur les itinéraires disciplinaires. Et puis, quatrième point, eh bien, finalement, l'action éducative, elle permet aussi de repolitiser à plus d'un titre. Et donc, il y a tout un tas d'études qui sont faites dans cette direction-là. Bon, j'échappe, hein, je suis désolée. Donc,
dans cette histoire-là, eh bien, moi, je suis une personne parmi tout plein d'autres qui ont fait des propositions et donc je ne vais pas résister, évidemment, de l'invitation qui m'a été faite pour vous faire des propositions qui sont bien sûr une parmi beaucoup d'autres et je pense que c'est bien la convergence de toutes ces propositions qui fait que quelque chose de nouveau émerge. Alors, une proposition qui est celle de la citoyenneté politique. La citoyenneté politique, de quoi s'agit-il? Eh bien, la citoyenneté politique, c'est quand même d'affirmer qu'on est dans un contexte de libéralisme et puis que ce libéralisme, finalement, il s'impose aujourd'hui comme une logique, comme logique normative et que cette logique normative, eh bien, elle enferme les individus dans des procédures, comme par exemple le tri des déchets. Je ne crache pas sur le tri des déchets, hein, entendez-moi bien, c'est juste que je crache sur le fait que c'est une logique normative qui nous enferme quelque part et qui nous empêche de voir les choses différemment. Et puis, finalement, l'éducation au moins dominante, elle tend à y contribuer. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'on a un choix, là, c'est qu'on peut contribuer à l'enfermement procédural, ou bien on peut favoriser l'émancipation citoyenne. Et la citoyenneté politique, finalement, c'est une prise en charge collective et éclairée des affaires publiques. J'y reviendrai un petit peu plus tard parce que je vais parler maintenant d'éducation aux politiques et puis je montrerai un petit peu la différence entre les deux, ou j'expliciterai la différence entre les deux. Alors, petit point qui est quand même important, c'est pourquoi est-ce qu'il faut contrer l'impolitisme et en particulier dans le milieu formel? Ça me paraît quand même important de le dire, c'est que finalement, le problème contemporain, ce n'est pas celui de la passivité. Les jeunes, et puis nous tous d'ailleurs, on a envie, on est actifs. Mais le problème, c'est effectivement pas la passivité, c'est l'impolitisme. Et c'est quoi l'impolitisme? C'est finalement de ne pas être capable d'appréhender globalement les problèmes qui sont liés à l'organisation d'un monde commun. Et ça, c'est ce qui manque, et en tout cas en France, je ne sais pas quel est le contexte chez vous, mais c'est ce qui manque en France, notamment dans les études secondaires. On a beaucoup de contextes, de positions qui sont couramment rencontrées en éducation formelle. On a la neutralité en apparence. Bon, tout est neutre, il n'y a pas de politique, surtout pas de politique. Trier des déchets, c'est évidemment très neutre. Il n'y a pas de politique derrière. Et puis, ça va avec le fait que finalement, on a l'affirmation d'un a priori commun, unique, qui est fait de valeurs surplombantes et non discutables. Si vous ne triez pas vos déchets, vous allez évidemment bousiller le monde. Et ça paraît tellement évident que ça ne se discute même pas. Et puis, on a beaucoup de positions relativistes. Tout se vaut, même les paroles d'élèves, tout est co-construit ensemble. Et puis, finalement, eh bien, ça peut mener parfois à du relativisme et à des problèmes importants. Alors, je ne rentre pas dans le détail là. Bien entendu, je ne suis pas contre la co-construction. Hein. Je fais juste attention au risque de relativisme. Et puis, dans la même lignée, il y a la banalisation, l'indifférenciation. Dans les positions couramment rencontrées en éducation formelle, il y a aussi le technicisme non contextualisé, le comportementalisme moralisateur, la peur, la culpabilisation, les leçons de morale, les boucs émissaires qui donnent ce qu'on appelle aujourd'hui plus particulièrement l'éco-anxiété. Donc, ce qui est important, il me semble, de faire, c'est de reconnaître les enjeux que portent les questions de société au-delà des injonctions politiques ou des techniques normatives, dont font partie d'ailleurs certaines didactiques. Et puis, ce qui est important également, eh bien, c'est de rentrer dans l'explicitation finalement des causalités, des problématiques, des rapports sociaux eux-mêmes. C'est-à-dire pas montrer une situation globalement, mais montrer aussi qu'il y a des acteurs, que les intérêts divergent et qu'il y a des rapports sociaux, notamment de domination. Et c'est là qu'on va rentrer dans l'éducation politique. Bon, ben, cette fois-ci, ça ne marche plus. Si, ça marche. Ça marche. Voilà. Donc, finalement, si on doit définir ce que c'est que l'éducation aux politiques, c'est quoi? Eh bien, finalement, c'est rendre accessible la compréhension des enjeux politiques qui se posent à la société. Ce n'est pas plus que ça. Ce n'est pas l'expression institutionnelle du politique, comme par exemple le vote, ce n'est pas non plus l'éducation à la citoyenneté qui peut considérer l'acte de participation comme surplombant celui de la compréhension des enjeux politiques. Du moment qu'on est engagé, tant pis ce que ça veut dire d'un point de vue politique. Donc, ça pose aussi quelques autres problèmes. Et puis, ce n'est pas forcément une éducation à une posture partisane.
Alors, je vais citer là, plus précisément, donc, de quoi s'agit-il quand on parle d'éducation politique? C'est de considérer que finalement, le politique, et pas la politique, le politique affecte les intérêts, les souhaits ou les valeurs d'un segment particulier de la population, et ce de manière, polémique, dans la mesure où le politique fait l'objet de litiges entre des groupes au point de vue différents et qui s'opposent à son sujet, comme par exemple le problème de l'extractivisme, qui est bien connu, notamment chez vous au Québec, qui est moins connu malheureusement en France. Dans l'éducation aux politiques, il y a une référence aux groupes sociaux qui sont porteurs de logiques et d'intérêts différents. Il est fondamental alors de les identifier, de comprendre leur logique, les finalités et valeurs qu'ils portent, leurs contradictions et leur potentiel de complémentarité ou de conflictualité dans une situation donnée. Alors, ça nous mène à quoi une éducation politique? Ça nous mène au fait de dire que l'apprenant est en position d'adopter, quand on a fait tout ça, en connaissance de cause, la multiréférentialité dont il a bénéficié dans cette éducation. Une posture réflexive qui est potentiellement donc, mobilisatrice. Et puis évidemment, puisqu'on cherche à donner un sens politique, eh bien, ça suppose non seulement la compréhension des enjeux, mais aussi ça suppose de décoder des rapports de pouvoir, des situations de domination, des situations d'injustice, considérant quand même que tous les segments de la population ne sont pas égaux entre eux. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que je vais parler de tout ça? Eh bien, finalement, je reviendrai peut-être à ça plus tard. Je reviendrai à ça plus tard et puis je voulais vous parler de la différence quand même entre éducation politique et puis la citoyenneté, puis après je partirai dans des exemples un petit peu plus concrets. Voilà, la différence finalement entre l'éducation aux politiques et la citoyenneté politique, elle est très simple. C'est que dans l'éducation politique, c'est qu'on va formaliser une neutralité en apparence pour répondre finalement à la question scolaire qui se veut au moins dans les apparences être neutre. C'est-à-dire que le scolaire nous dit non, nous on ne veut pas faire de politique, du moins en France en tout cas. Et donc du coup, on est obligé de répondre sur le même mode. Donc c'est pour ça qu'on met en place cette éducation politique. Mais quand on met en place une multiréférentialité des acteurs, des points de vue, des rapports sociaux, des valeurs, des intérêts, quand on décode l'origine des savoirs, quand on reproblématise, quand on donne la capacité à décoder les rapports de pouvoir et d'injustice, eh bien quelque part, on décentre le technicisme et l'institutionnel. Et donc, on repose les choses différemment. La citoyenneté politique, c'est qu'on annonce au départ que le contexte n'est pas neutre, le contexte dans lequel on est. Le libéralisme, le technicisme antipolitique, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, on ouvre à d'autres possibles. Mais ça, on ne peut pas le faire partout et on ne peut pas le faire dans certains contextes scolaires. Donc, on le fait évidemment dans des associations, on le fait dans beaucoup d'endroits. Et là, évidemment, on fait ce qu'on fait dans l'éducation politique, mais on en fait bien d'autres choses en plus. On comprend bien sûr la pluralité des postures et leurs conflits, mais on juge, on se positionne, on argumente sa capacité, on augmente sa capacité argumentative, on pose des critères du jugement, on crée des modèles de positionnement, on recherche des sens politiques et systémiques aux situations concrètes, et bien sûr des engagements. Voilà. Alors, j'échappe de nouveau et je reviens un petit peu en arrière. Donc, on a reformalisé, j'ai choisi de reformaliser plutôt l'éducation politique parce que vous êtes plus, disons, familier avec la citoyenneté politique. Et donc, j'ai choisi de travailler un petit peu plus sur l'éducation politique parce qu'elle me paraît offrir des possibilités assez importantes, notamment dans le cadre scolaire. Donc, dans le cadre scolaire, eh bien, quand on dit qu'on va faire une éducation politique, on met en place ce qu'on appelle des balises curriculaires. Donc, vous voyez, c'est la première colonne là, qui est là en bleu. On met en place des balises curriculaires et on met en place des niveaux. Parce que, comme vous le savez, dans le scolaire, on évalue. Donc, on peut évaluer sur une éducation aux politiques. Donc, par exemple, si on regarde la capacité à reconnaître la multiréférentialité des savoirs, des rapports sociaux, eh bien, le niveau A, c'est quand les élèves n'ont pas identifié qu'il y avait des acteurs et puis des enjeux politiques et des valeurs différentes. Et puis, quand vous êtes dans le niveau 4, par exemple, eh bien, finalement, les prescriptions politiques, c'est les enjeux sont repérés et discutés, ainsi que leurs contradictions et les complémentarité.
Un positionnement est argumenté par l'apprenant et l'apprenant a, c'est le niveau 2, repérer les acteurs politiques. Donc voilà, donc on a ces 4 balises curriculaires dans l'éducation aux politiques. La capacité à décoder d'où viennent les savoirs, comme je le disais auparavant, la capacité à reconnaître la multiréférentialité et la réalité des rapports sociaux, des acteurs qui peuvent avoir des valeurs, qui peuvent être porteurs de valeurs différentes, la capacité à problématiser d'un point de vue sociétal, et puis la capacité à décoder les rapports de pouvoir et d'injustice. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste un petit peu sur ça? J'insiste un petit peu sur ça parce que ça nous propose, au-delà de la question scolaire, ça nous propose une grille de lecture intéressante sur le RE, sur le DD, sur tous les courants d'éducation liés aux questions environnementales et de développement. Donc là, voilà un exemple. Vous voyez, je reprends la frise d'éducation à l'environnement jusqu'à l'éducation en anthropocène des années 60 aux années à l'actuel. Et puis, j'essaye d'y appliquer cette fameuse grille d'éducation politique. Et donc, je regarde finalement quel est le niveau de socialisation politique qui est atteint dans les éducations au développement durable, excusez-moi pour le X, et dans les courants pris un à un. Donc, voici par exemple celui qui est comportementaliste, normatif, celui qui est dominant, en fait, qui a été dominant, en tout cas, qui commence à l'être moins dans les années 2000, d'après les curricula classiques de formation des écoles et délégués. Ben, vous voyez qu'ils sont tous au niveau 1. Les savoirs ne sont pas repérés, les acteurs et enjeux politiques ne sont pas repérés. Alors oui, on a par contre une petite identification des problèmes, et puis il y a ni critères de jugement, ni positionnement social. En fait, cette éducation au développement durable comportementaliste, eh bien, elle n'est pas politique, elle n'est pas porteuse de socialisation politique pour les personnes qui bénéficient de cette formation. Par contre, si vous passez d'autres courants, là je mets par exemple celui au temps de l'Anthropocène, je ne rentre pas dans le détail de l'Anthropocène pour l'instant, mais vous voyez qu'on atteint tout de suite le niveau 4 et le niveau 3 et le niveau 4, un petit peu partout, qu'on problématise différemment, qu'on repère un certain nombre de choses. Donc là, si on parle d'éducation, du courant d'éducation à l'Anthropocène plutôt que d'éducation au développement durable, eh bien, on a un niveau de socialisation politique qui est bien plus élevé. Voilà pourquoi est-ce que cette grille, elle permet de distinguer un petit peu les courants, de voir ce qu'elles permettent, ce qu'ils permettent réellement ces courants en termes de socialisation politique. Et puis, voilà, la transition, donc ce qui sort un petit peu des fameux 17 ODD, eh bien là, on est à des niveaux 2 de socialisation politique, c'est-à-dire quand même des niveaux un peu supérieurs aux éco-gestes, mais quand même pas, c'est quand même pas brillant. Donc tout ça, ça nous donne quand même, cette petite grille-là que je vous livre, ça nous donne des éléments de réflexion. Quand on regarde quelles sont les éducations qui se font, et qu'on regarde quels sont leurs contenus curriculaires, eh bien, quand on voit ce qu'elles comprennent et qu'elles ne comprennent pas, et sur une notion de curriculum absent, eh bien, on arrive à voir quel est leur niveau d'éducation politique ou le niveau qu'elles permettent de socialisation politique. Donc, voilà un petit peu ce que je propose. Alors, évidemment, une fois que j'ai dit ça, ça nous permet de retracer tous les courants, et c'est là que ça nous permet de dire, ben oui, les ERE des années 70 avaient un potentiel de socialisation politique qui était bien supérieur aux ODD, par exemple, des années 90. Et là, on revient dans des courants éducatifs qui nous remettent en route dans des questions de citoyenneté politique et de prise en charge citoyenne. Voilà, alors ça, c'est un petit peu le cadrage général. Et puis maintenant, je voulais parler un petit peu plus précisément de l'ouverture des possibles en éducation politique, en milieu formel. Alors pourquoi? Parce que déjà, je sais qu'il y a beaucoup d'éducation aux politiques et dans les milieux non formels et que vous en maîtrisez pour beaucoup très bien les contours, mais que le plus difficile et un des combats les plus difficiles à mener, il est quand même dans le milieu formel, a priori neutre et a priori dans lequel on ne peut pas faire d'éducation politique. Il y a quand même des solutions, il y a quand même des ouvertures, et ces solutions, ces ouvertures, elles s'appuient bien entendu sur les sphères citoyennes et puis sur les autres courants d'éducation aux politiques, mais qui sont issus notamment des associations, notamment des travaux que nous et que vous faites, que nous faisons ensemble. Et c'est un petit peu là-dessus que je voulais insister. Donc, évidemment,
la première chose à faire, c'est quand même largement d'affirmer que quel que soit le type éducatif, le type d'éducation auquel on a affaire, même si elle est à l'école, même si elle est très neutre, eh bien, elle a un mode d'émergence politique. Il n'est jamais explicité, et donc c'est important, il me semble, de l'expliciter, d'en expliciter les contours, et d'en montrer notamment les origines institutionnelles onusiennes, par exemple, et comment est-ce que, en effet, il propose une solution, mais que ce n'est pas la seule. Et une fois qu'on a positionné finalement ces travaux dans les champs, dans les éducations, les courants éducatifs dans le champ politique, même à l'école, eh bien, il faut être en capacité d'expliciter finalement qu'elles instruisent des nouveaux rapports au savoir, des nouveaux rapports au monde et des nouveaux rapports à l'autre. Et que finalement, elles ont des conséquences curriculaires qui mobilisent des finalités et des valeurs différentes. Quand on a explicité ça, finalement, eh bien, on explicite quand même que l'école traite des questions d'actualité et de politique de la société. Et que le fait de faire ça, eh bien, ça remet en question le partage entre la fonction d'instruction, centrée sur les savoirs, et qui est installée de longue date, en tout cas dans l'éducation en France, et puis la fonction d'éducation centrée à l'heure actuelle sur les valeurs et sur les comportements. Et puis, ce qu'il faut expliciter, me semble-t-il, c'est un autre point important, c'est que nous sommes face là-dedans, puisqu'on traite des questions d'actualité, non plus des disciplines, à une rupture épistémologique qui est liée au retour du politique dans l'enseignement formel, et ça date en tout cas en France, plutôt des années 90, c'est-à-dire pour nous de l'émergence de l'éducation au développement durable et puis de toutes les autres éducations qui peuvent s'y apparenter. Mais que finalement, quand on est dans cette rupture épistémologique, on quitte le modèle cumulatif vertical d'empilement des connaissances disciplinaires, et puis on fait autre chose. Eh bien, on pense les changements et on mène une action politique, même si on ne le dit pas. Donc ça nous ramène à des mots et des termes que vous connaissez tous, mais qu'il est quand même utile de rappeler à destination des personnes qui se retrouvent face à ce changement de paradigme et auquel qu'on ne leur explique pas et qu'on ne leur exprime pas. Et donc, ils se retrouvent en malaise et ils se retrouvent en difficulté pour pouvoir traiter les questions d'actualité, dont les questions environnementales, parce qu'ils n'ont pas saisi le changement dans lequel ils se trouvent. Donc, penser les changements, ça veut dire en éducation, eh bien, mobiliser la complexité, les systémiques, la certitude, les globalités, les risques, enfin, la liste de mots que j'ai mis là. J'ai mis des références, il y en a bien d'autres, en effet. La multiréférentialité, ce que je disais tout à l'heure, la reproblématisation, les normes et les valeurs, les controverses, les prospectives. Et puis, mener une action politique, eh bien, il y en a plein. Il y en a plein d'ordres différents. Et il n'y en a pas qu'une. Il n'y a pas que les bonnes pratiques comportementales. Il y a aussi la capacité, il y a aussi les pensées critiques, il y a aussi l'engagement, il y a aussi l'émancipation, les rapports au monde, et puis tout ce qu'on sait d'autre, l'empowerment, la l'agentivity, l'éduquéopolitique, la citoyenneté, l'adaptatif ou transformatif, la responsabilité, la créativité, l'ancrage territorial, la soumission librement sentie, etc., etc. Donc, c'est pas exhaustif, hein, bien sûr, il y en a plein d'autres, c'est juste pour vraiment montrer qu'on est dans un changement de paradigme. Là, j'en profite pour faire un petit aparté sur le dictionnaire critique des enjeux et concepts des éducations A, qui a été édité en 2017 et qui est en cours de renouvellement, mais qui explicite un petit peu tout ce changement de paradigme et qui est un travail collectif de 67-70 chercheurs à peu près. Alors, évidemment, la conséquence de ça, pour les enseignants, elle est quand même grande. C'est-à-dire que quand ils sont face à une discipline, par exemple, ce sont des professeurs de SVT, ce sont des professeurs de biologie, ce sont des professeurs d'histoire-géographie, eh bien, ils ont des savoirs contributifs et puis ils ont des pratiques constitutives. Donc, les savoirs contributifs, c'est tous les savoirs d'une discipline. Et puis, les pratiques constitutives, c'est par exemple tous les savoir-faire, les techniques, les habitudes, comme par exemple la géographie enseigne la cartographie, les sciences biologiques enseignent plutôt l'expérience, ainsi de suite. Mais quand on rajoute par exemple la question environnementale ou la question de développement durable, eh bien, aux enseignants, on leur demande aussi finalement de penser les changements, donc de rentrer dans les idées d'enjeux, de normes et de valeurs, et puis de mener une action politique, c'est-à-dire de décider des finalités, de leur donner des choix et puis aussi des savoir-être, parce qu'il y en a qui parlent de créativité, d'autres
d'empowerment, d'autres de pouvoir d'agir. Voilà. Et donc, voilà, c'est le problème, la problématique dans laquelle finalement se trouvent les enseignants qui doivent tout faire sans qu'on leur dise et qui se retrouvent, en tout cas en France, dans un grand malaise avec des questionnements sur leur responsabilité, sur leur liberté académique et bien d'autres problèmes. Donc, moi, je crois que la première chose, c'est finalement de faire poser les bonnes questions. Donc, faire poser les bonnes questions, c'est que tout le monde soit en capacité de poser des questions, de se demander finalement quelle finalité et valeur de l'éducation pour quelles conséquences sociétales. Puisque je suis dans l'action politique et que je pense les changements, mais qu'est-ce que je veux et quelle finalité et valeur? Rien que le fait de dire ça, ça débloque énormément de situations dans l'enseignement formel. Quelle légitimité des partenariats, des propositions qui m'arrivent? Quelquefois, dans l'école, il y a des propositions nombreuses qui arrivent, mais elles sont imposées. Donc, est-ce que l'enseignant est en mesure de savoir si ce qu'on lui amène est légitime? J'ai mis à côté, d'une manière un peu provocatrice, finalement, un petit dessin sur Total qui rentre à l'école. Et puis finalement, quel choix et quel possible il y a à notre échelle et à l'échelle de l'enseignant. Donc, bien sûr, il faut leur permettre de choisir et de choisir en conscience et de donner des outils pour choisir en conscience. Donc, tout le monde connaît ce fameux schéma qui va de l'éducation faible à l'éducation forte et puis qui explique finalement qu'il y a plusieurs façons de répondre à ces problèmes environnementaux et que celles qui sont majoritaires à l'heure actuelle, ce sont les solutions mélioratives, la géo-ingénierie, et puis les solutions atténuatives, c'est-à-dire les éco-gestes. Mais que finalement, ce qui est souhaitable, c'est la transformation. Et donc, pouvoir dire qu'il y a des possibilités et qu'il y a une marge de liberté qu'on a le droit de prendre. Vous voyez, le petit dessin à côté, concrètement, ils font quoi pour empêcher ça? Donc, vous avez le koala qui a brûlé sur place donc en Australie, et puis il attend une réponse transformative. Et puis finalement, le kangourou lui répond, on va faire des pailles en carton pour qu'on puisse boire, et puis finalement on va faire pipi sous la douche. Donc là on lui répond par finalement l'atténuation, et c'est pas ce qu'attendent les jeunes à l'école, et c'est même pas du tout ce qu'attendent les profs. Simplement, ils n'en ont pas forcément une très grande conscience. Et puis, je pense que ce qui est important également, c'est finalement de donner des indicateurs et des critères pour réussir, pour réfléchir. Donc, des critères et des indicateurs, on en a toutes sortes, mais j'en ai présenté un là pour pouvoir montrer ce qu'on peut proposer. Finalement, qu'est-ce que vous voulez comme finalité? Est-ce que vous voulez plutôt une reproduction sociale ou est-ce que vous voulez plutôt un potentiel d'égalité? Bon. Eh bien, à ce moment-là, vous avez des choix un peu binaires, mais ils ont l'avantage de pouvoir se mettre à la mode des indicateurs actuels et puis d'être très faciles à comprendre. Est-ce que vous voulez, par exemple, l'individualisation du monde ou est-ce que vous voulez des perspectives collectives émancipatrices? Voilà. Est-ce que vous voulez, par exemple, un sens politique, amener aux élèves un sens politique ou bien une technique? Donc, quand vous prenez le comportementalisme ou le normatisme, le comportementalisme de base, c'est très techniciste. Mais ça ne vous donne pas de sens politique du monde. Ça ne vous donne pas une éducation politique. Donc, est-ce que vous ne préférez pas, par exemple, des courants comme les courants critiques ou les courants d'éducation politique ou d'autres questions? Donc là, vous voyez, j'ai mis le climat en point d'interrogation parce qu'il y a des grosses pressions en ce moment de tous les côtés, donc qu'il aille d'un côté ou de l'autre. Nous notre travail, si je puis dire, c'est de le pousser vers le bas, c'est pas de le pousser vers le haut. Et puis, finalement, est-ce qu'on est dans une référence dominante à appliquer, donc là, en général la référence institutionnelle, ou est-ce que, eh bien, on va amener une multiréférentialité réflexive, par exemple avec les courants de l'anthropocène ou de l'éducation de l'anthropocène ou les courants de l'épistémologie du Sud. Là, vous avez compris que tous les petits carrés que j'ai posés sont des petits carrés des courants, de quelques courants éducatifs que j'ai mis pour voir où ils se trouvent dans les indicateurs que je propose. Et puis, finalement, dans l'individualisation, eh bien, on a encore le comportementalisme, par exemple, mais si on cherche les perspectives collectives émancipatrices, eh bien, on est de nouveau plutôt dans l'éducation politique. Ça permet, tout ça, de donner des choix, finalement, aux enseignants. Et puis, finalement, se doter d'outils
ça c'est important aussi, de positionnement pour se repérer et nommer tout ce qui existe. Ce petit schéma là sur les sphères militantes, les sphères institutionnelles, les sphères productives, ça permet, c'est assez utile pour positionner ce qu'on est en train de faire. Vous voyez, là j'ai mis par exemple, encore une fois, l'éducation à l'anthropocène ici, l'éducation aux politiques du côté des sphères productives des savoirs savants, tout ce qui est institutionnel qui arrive de là. Mais si on se pose la question, mais qu'est-ce que moi je suis en train de faire et où je suis, ça permet de se repérer. Et puis, on a des modèles qui ont été créés par plusieurs chercheurs comme celui-ci, là, que vous voyez en bas, où on voit, en fonction d'autres critères, encore, est-ce que vous êtes dans l'égalité ou l'inégalité, est-ce que vous êtes dans le centré, l'éco-centré ou le technocentré. Et puis là aussi, vous voyez par exemple que tous les courants peuvent se retrouver. L'écoféministe se retrouve ici, dans l'égalité et l'éco-centration. Par contre, vous retrouvez les positions de l'Union européenne, notamment, qui se retrouvent dans le technocentré et puis dans l'inégalité. Donc là, moi, je pense que d'avoir ce genre de schéma et de donner ce genre de schéma, ça permet de montrer la multiplicité et donc de se positionner. Et puis finalement, et ça c'est très important, de faire connaître tous les mouvements, tous les courants qui existent, et puis d'ouvrir les possibles. Parce que tous ces courants qui arrivent de la sphère citoyenne, si elles restent dans la sphère citoyenne et qu'elles n'infusent pas finalement les sphères, disons, non militantes, eh bien on n'arrive pas à faire pousser correctement, finalement, à faire changer les rapports de force vers plus de poids citoyen. Donc, il en existe de nombreux en ce moment, les courants existants, donc je vous les cite pas forcément, mais vous les voyez là, il en existe la citoyenneté globale, il me manque un E, vous avez le rôle des luttes écologiques pour l'éducation, vous avez les mouvements de justice sociale, vous avez les pédagogies critiques, l'art éducateur, les épistémologies du Sud, l'éduquer au produire autrement, les résistances à l'extractivisme, les formations associatives aux urgences climatiques, enfin, il y en a beaucoup. Mais pour qu'elles soient visibles, moi, il me semble qu'il serait important de les relier entre elles et les relier dans un système. Là, le problème, c'est qu'elles sont très nombreuses, elles sont très importantes, mais elles ne sont pas très visibles face finalement au poids de l'institution. Donc, moi, je serais très, très heureuse que nous emparions collectivement de cette question-là. Et puis, c'est un petit peu une proposition de travail commun que je fais, et que nous essayons de faire en sorte que tous ces courants existants et tout ce qui pousse du côté notamment citoyen, eh bien, fasse système dans un système de repères qu'on puisse livrer de manière à ce qu'ils gagnent en lisibilité et qu'ils gagnent en lisibilité notamment en opposition avec ce qui est proposé par l'institution et que ça permette de proposer des possibles donc aux éducateurs. Donc, puisque je retourne de nouveau dans l'éducation formelle, vous voyez que les bonnes pratiques telles qu'on les montre habituellement, comment bien trier ses déchets, j'y reviens, mais eh bien, on a d'autres choses nous aussi à montrer. Il y a d'autres bonnes pratiques scolaires qu'on peut montrer. Parce que penser les fondamentaux, c'est-à-dire ici penser les changements et mener une action politique au sens de la vie dans la cité, je le précise parce que c'est important pour l'école, même si ce n'est pas tout à fait le sens dans lequel on prend dans les mouvements citoyens, eh bien, c'est de reprendre tous ces mots et de leur donner une existence réelle, une existence concrète. Vous voyez là ce petit schéma, si le plus simple pour mieux gérer ces déchets, c'était d'éviter de les produire, eh bien, c'est une façon de dire à l'enseignant et à l'école, vous pouvez reproblématiser, vous avez cette latitude-là, vous avez cette possibilité-là, vous avez cette liberté-là, donc prenez-la. Alors, c'est un exemple facile, mais il y a des dispositifs de toutes sortes. L'idée, c'est de jamais rentrer par le dispositif, mais de toujours rentrer par l'éducation politique, ce qui fait système, ce qui fait sens politique. Et après, on trouve des tas d'activités. Et puis, quelquefois, montrer des exemples, ça permet d'avoir des poids concrets. Voilà, les fameuses controverses. Alors là, on reconnaît les fameuses questions socialement vives qui sont un courant de résistance pendant, je dirais, l'éducation au développement durable. À un moment donné,
quand on n'a plus été trop en mesure d'exprimer toute la diversité des éducations relatives à l'environnement et qu'on s'est retrouvé englué, on va dire, dans les éducations au développement durable institutionnel, eh bien, il y avait quand même quelque chose il y a eu un certain nombre de courants qui sont restés, mais dont celui-ci, dans les fameuses controverses ou les questions socialement vives. Donc, celle-là, c'est quand même intéressant de la poursuivre parce qu'on peut investiguer sur les conflits d'usage, notamment dans les occupations du sol, et on peut comprendre les rapports de domination du monde comme ça, par exemple, à travers soit des exemples de terrain, soit à partir d'exemples de la littérature ou de la presse. Autre idée, finalement, dans les fondamentaux et penser les changements, c'est apprendre à lire les enjeux locaux et les relier aux enjeux globaux et à ces causes politiques. Donc là, vous voyez le recul du trait de côte. Vous voyez un autre exemple sur la croissance assez exponentielle des glissements et des éboulements de terrain sur les routes alpines. Et ça nous permet de rentrer de nouveau dans les questions de systémique, dans les questions de risque. Et donc, cette question de systémique, on peut en expliciter les causes politiques. Donc, impliquant les acteurs, etc., tout ce que je disais tout à l'heure. Et puis, encore dans les fondamentaux, par exemple dans la multiréférentialité, admettons qu'on travaille dans un programme de seconde en France et qui travaille sur l'Amazonie et sur les déboisements en Amazonie. Pour l'instant, les enseignements ne parlent relativement que du déboisement, c'est-à-dire combien ça a été déboisé, quels sont les dommages sur la biodiversité. Mais je crois que si on fait de l'éducation aux politiques, on peut aussi pointer les acteurs de ça et leurs intérêts contradictoires. Vous voyez, j'ai mis par exemple une petite grille d'évaluation pour le travail en Amazonie, qui est sur l'Amazonie, qui est issue d'un travail avec des enseignants. Et vous voyez que leur grille change, leur grille d'évaluation change par rapport à ce qui se fait d'habitude. Ils demandent aux élèves d'identifier les différents acteurs, les différents objectifs, intérêts, valeurs. Donc, ils disent qu'il y en a 6, donc il faut tous les trouver. Les firmes internationales, les populations autochtones. Et puis, ils demandent à ce qu'ils aboutissent à un positionnement, voire à des propositions sur la gestion du territoire amazonien, en prenant des valeurs qu'ils explicitent, justice, libéralité et solidarité, et ils demandent à l'élève d'expliciter. Bien évidemment, on peut le faire sur les programmes, comme par exemple la forêt amazonienne, mais il n'y a rien qui empêche de faire la même chose dans la forêt à côté de chez soi et en rencontrant les acteurs qui sont autour de chez soi. Donc voilà, l'éducation politique, elle est possible. D'autres fondamentaux. Quelque chose qui est intéressant aussi, c'est tout ce qui est prospectif. La prospective comme ouverture de politiques possibles. Alors, évidemment, quand vous êtes dans une école primaire, par exemple, vous pouvez utiliser le récit d'anticipation ou des petits romans, des ouvrages qui peuvent permettre de réfléchir aux implications de ces actes. Mais après, vous pouvez aussi aller beaucoup plus loin quand vous êtes, par exemple, dans l'école secondaire ou même dans l'école primaire, par la prospective territoriale. Aller autour de chez soi et puis essayer de voir ce qu'il y a autour de chez soi comme possible, comme probable, comment ça va évoluer avec les contradictions qui sont en route, comme possible et puis comme désirable. C'est-à-dire on remet le transformatif. On remet le transformatif. Le probable, c'est ce qui peut se passer si on ne fait rien. Le possible, c'est ce qui peut se passer si on passe, par exemple, si on reste dans l'adaptatif, et puis désirable, c'est finalement qu'est-ce qui se passe si on va dans le transformatif. Ça marche très, très bien avec les élèves. Dans les fondamentaux, mener une action cette fois-ci, donc je change un petit peu de registre, mener une action politique. On va changer là, cette fois-ci, les rapports au monde en s'appuyant sur l'ancrage territorial. L'une des possibilités, c'est de lutter contre l'amnésie environnementale, recréer du lien entre le passé, le présent et le futur, et chercher dans le passé les causes en termes de choix et de décisions politiques, bien sûr, qui permettent d'expliquer les évolutions actuelles. Donc ça fait partie des possibles qui permettent finalement d'appréhender les enjeux globaux. Mener une action, donc là, on parle des patrimoines un petit peu. Quand on demande aux enseignants de faire une éducation patrimoine, très souvent, ils vont choisir un lavoir dans leur village ou quelque chose d'assez anodin, et ils vont demander aux élèves de faire des dépliants touristiques. Donc, ils vont utiliser les élèves de façon utilitariste, et puis ils vont finalement rentrer dans la nostalgie d'un passé rural idéalisé, dans lesquels les savoirs de l'histoire sont peu mobilisés. Ce qu'on peut leur dire aussi, c'est que les choix des patrimoines à valoriser et à enseigner ne sont pas neutres et qu'on peut avoir plein de choix différents.
Par exemple, on peut très bien décider que les petits camps d'internement, par exemple, eh bien, ce sont des patrimoines. Il y a plein de sortes différentes. Donc, dans ce cas-là, on peut s'appuyer sur son histoire. Ça permet de comprendre comment les discriminations, les racismes, l'antisémitisme et les extrémismes peuvent mener au pire. Et puis, dans ce cas-là, on a aussi des clés de compréhension scientifique à la question des intolérances et on peut aller vers une éducation politique. Alors voilà, je pars un petit peu maintenant dans des conclusions un peu élargies. J'ai fait ce travail avec deux périodes différentes. Une période un petit peu de replacer en systémique tous les courants éducatifs pour montrer à quel point on est dans une rupture épistémologique en ce moment et qu'on ouvre finalement beaucoup de possibles et que je crois que là, on a un rôle à jouer là-dedans. On a un rôle à jouer là-dedans. Et puis ensuite, j'ai exposé ce que pouvait être une éducation aux politiques et une éducation à la citoyenneté politique. J'ai fait un petit focus sur l'éducation aux politiques dans la question scolaire parce que ça me paraît important de le faire. Il est bien entendu que c'est plus qu'intéressant de travailler sur la citoyenneté politique dans tout ce qui est associatif et dans tout ce qui est lutte contre l'extractivisme, par exemple. Et que, par contre, ce qui serait important, c'est qu'on puisse relier les deux. Donc voilà. Donc, je pense que ce qui est important là, c'est de se rendre compte qu'on peut relier toutes les éducations de RE, de DD, climat, et dans un système de compréhension commun, et que le système de compréhension commun, c'est finalement la sociabilité politique qui fait critère et qui nous permet de comprendre, et que cette sociabilité politique, elle ne se comprend que dans le jeu de rapports de force entre les différentes sphères de savoir et de production de savoir. Et que, en fait, si on arrive à relier tous ces courants politiques et citoyens pour les rendre plus visibles, notamment ceux qui sont faits par la partie citoyenne et sur la partie militante, eh bien, on va les rendre plus visibles dans un système. Et moi, je serais assez heureuse qu'on poursuive ce travail ensemble de rendre visible, y compris dans le système scolaire, de tous ces courants éducatifs, y compris les plus petits et y compris comment dire, les plus transformatifs. Voilà. Je pense qu'il faut prendre conscience aussi des ruptures post-DD qui est en train de se faire là récemment. On a une nouvelle ouverture et j'avoue que ça me rassure parce que quand je suis rentrée dans cette EDD, je me suis dit, dans les années 2008, en gros, je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens faire là? Qu'est-ce que c'est que cette affaire affreuse? Et puis finalement, maintenant, 10 ans après, je suis très ravie parce que je vois que ça s'ouvre de nouveau. Et que ça s'ouvre de nouveau, et puis ça s'ouvre de nouveau, et bon, avec bien sûr tout le contexte politique qui permet l'ouverture, mais aussi des personnes comme le Centraire, les personnes du Centraire qui permettent cette continuité, qui permettent cette intelligibilité de compréhension de cette continuité. Voilà, donc tout ça, ça veut dire appuyer les éducations non formales transformatives et les faire connaître, réaffirmer le contexte politique dans lequel on se trouve, même quand on fait quelque chose de très technique à l'école, et puis finalement, donc, redonner pleinement à l'éducation sa fonction politique, soit l'éducation politique sous toutes ses formes, il y en a de multiples. Bien sûr, je n'ai pas résisté à exposer mes réflexions, mais beaucoup d'autres collègues en ont des réflexions qui sont, on va dire, un petit peu équivalentes, sans être tout à fait les mêmes, et elles valent tout le coup d'être connues et puis finalement confrontées. Et il s'agit là quand même de tendre à former des citoyens autonomes et critiques, de renouer avec plus d'imagination démocratique, de proposer des pratiques de mobilisation collective, y compris à l'école, de permettre évidemment l'affirmation de toutes les aires culturelles et puis de tous les segments de tous les segments d'une population plurielle, et puis finalement qu'elle porte. J'ai pas le dernier mot. Il y a quelqu'un. Voilà, à la connaissance de tous, toutes les éducations possibles. Et voilà, et donc voilà, je voulais faire un petit aparté sur les quelques bouquins qui me paraissent très intéressants en ce moment. Donc il y en a un certain nombre, il y a un travail qui a été très bien fait à l'INJEP, donc l'éducation populaire en France sur l'éducation non formelle, qui est très intéressant. Il y a les travaux de thèse, notamment les travaux de thèse de Daniel Curnier. Alors, il m'a embêté celui-là, vers une école écologique qui est assez intéressant. Il y a le travail
qui est fait par Melki Slimani sur une éducation politique, qui est une posture à travers les questions environnementales. Évidemment, il y a les travaux ici que vous connaissez, le dernier numéro d'éducation et socialisation, le dictionnaire critique qui fait un petit peu référence en France, les éducations A. Et puis voilà, tout ce que j'ai raconté, ça se trouve dans les archives ouvertes en accès libre. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas à peu près respecté le temps demandé. Puis je m'excuse pour ce fichu PowerPoint qui me faisait des misères. Et puis à vous aussi, du coup, hein, puisque j'ai des fenêtres un petit peu partout qui viennent recouvrir les mauvais endroits. Merci. Un immense merci, Angela, pour cette conférence vraiment exceptionnelle, de très, très grande qualité, qui nourrit énormément la réflexion. Et j'ai aimé que cette conférence soit présentée sur fond d'écran d'une énorme montagne à gravir, n'est-ce pas? Parce qu'il y a énormément de boulot à faire en recherche sur les terrains de pratique et partout. Alors, un grand merci pour cette analyse inédite, cette ligne du temps, ce portrait du champ des courants en éducation autour des questions socio-écologiques, pour cette proposition que tu fais d'une éducation aux politiques, pour la rendre peut-être plus facile à intégrer en ce moment dans le système d'éducation, mais sans perdre de vue l'idée d'une citoyenneté politique non plus. Et puis voilà, et l'invitation que tu nous fais à nous joindre à un mouvement de recherche autour de ces questions-là pour tenter de construire une proposition, disons, holistique de ces préoccupations éducatives-là. Alors vraiment, merci beaucoup. Il y a beaucoup de grains à moudre dans tes propos et il nous reste peu de temps, alors j'aimerais tout de suite proposer aux participants, que je salue d'ailleurs, j'ai eu le plaisir de prendre connaissance de cette belle galerie de participants et j'aimerais offrir la parole aux participants pour pouvoir échanger leurs visions, leurs préoccupations, voilà, leurs questions. Alors, il y a Virginie Gaff d'Haïti, un pays qui nous émeut grandement, en particulier ces temps-ci. Alors, Virginie, c'est sûr que l'idée d'une éducation aux politiques est particulièrement pertinente en ce moment. Alors, on vous écoute, Virginie. Bonjour à tous. J'étais extrêmement frustrée hier parce que ma connexion était très mauvaise et je n'ai pas pu participer. Professeur Barthes, merci infiniment pour cette conférence qui me donne, moi, beaucoup d'espoir. Comme le dit Lucie, donc moi j'interviens en Haïti dans une organisation qui s'est spécialisée ces derniers temps en éducation non formelle parce que c'est très compliqué d'intervenir dans le milieu formel en Haïti et qui fait de l'éducation populaire à la citoyenneté. Vous n'imaginez pas ce que donne une éducation qui n'est pas politisée. Je vis en Haïti, j'ai vu ce pays se dégrader ces 20 dernières années et mes collègues depuis 1986. Un pays sans citoyenneté s'effondre. Un pays sans citoyenneté est livré justement à ces institutions internationales qui vont venir piloter ce pays à la place des citoyens. C'est un combat, un rapport de force qui est très inégal, qui est très injuste et qui ne peut se gagner que si les citoyens se mobilisent
que si les citoyens et les citoyennes réagissent. Mais pour cela, on a besoin d'éducation. Et on a besoin d'éducation aux politiques, on a besoin d'éducation à la citoyenneté politique. Je ne vais pas monopoliser la parole, vous avez répondu à toutes mes questions. Je serais tellement intéressée à travailler avec vous à ce projet qui me paraît vital pour la civilisation humaine, voilà. Je vous remercie trop. Merci beaucoup. Écoutez, je suis ravie de cette envie de collaborer puisque ça me paraît fondamental. Et puis, en effet, vous faites un formidable boulot. Vous faites un formidable boulot et central. Et puis, je crois qu'effectivement, il faut quand même rappeler que les citoyens sont à la manette malgré tout, et quel que soit ce qui se passe, quoi. Alors, quelquefois en résistance, et puis quelquefois un petit peu plus en acteur. Et puis, moi, je crois que là, effectivement, il y a quelque chose qui se passe malgré tout. Donc voilà. Donc, allons-y, s'il y a des élans, j'en serais bien ravie. Oui, alors merci Virginie. Maintenant, ne vous gênez pas pour activer la petite main levée dans les fonctions. Sinon, je vais devoir vous solliciter. Donc, Hugues. Oui, merci Lucie. Merci Angela pour la belle conférence avec plein de propositions super inspirantes. Mais j'aimerais peut-être poser une question sur une dimension qui me semble avoir été peu abordée, qui est la dimension de l'évaluation. Quand on parle d'éducation aux politiques, on a eu des conversations hier autour des échanges concernant les pédagogies critiques. Et puis, je me demandais justement dans la proposition que vous formulez, comment est-ce qu'on peut envisager finalement l'évaluation? Parce qu'on sait que, souvent quand on entre dans des perspectives plus quantitatives, on se retrouve dans des cadres très limitants pour l'évaluation. Donc, j'aimerais peut-être vous entendre un peu à ce sujet-là. Tout à fait. Je vous remercie de poser la question parce que c'est exactement l'actualité de la recherche en ce moment, l'évaluation de ces fameuses, qu'on appelle chez nous, côté français, ces éducations-là. Dont on ne sait pas comment faire. Et donc, d'ailleurs, il y a un numéro de revue qui sort le mois prochain sur ça, spécifiquement. Et j'ai un petit peu envie de repartager mon écran pour revenir à une diapo pour montrer ce qu'on propose d'un point de vue très technique. Alors, dans ce cas-là, aux enseignants, mais qui leur parle beaucoup en général. Et c'est justement la diapo que j'ai dû passer tout à l'heure. Donc, je repars un petit peu sur le partage d'écran pour pouvoir revenir. Mais on attend quelques secondes et puis nos participants sont en train de réfléchir là, à un élément d'échange avec toi. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Alors, voilà. Alors, ce qui est important, il me semble, en tout cas dans l'enseignement, c'est de faire comprendre aux enseignants qu'ils ne sont pas obligés d'être numériques, de donner des notes absolument. Que s'ils ont besoin d'un point de vue institutionnel de rendre des notes, ce qui est très souvent le cas, ils peuvent s'appuyer sur des grilles comme celles que je présente là, qui sont transformables en notes. On peut très bien, vous voyez, ce schéma-là, mais ce qui est important, c'est de leur dire qu'il faut évaluer par les finalités et les valeurs, plus que il faut évaluer avec des balises curriculaires, c'est-à-dire qu'il faut évaluer avec des critères qu'on se fixe soi-même au départ. Voilà. Donc, voilà, dans une éducation politique, comme je le disais tout à l'heure, il y a 4 critères. Allez, et à chaque fois, il y a des niveaux pour les atteindre. Vous pouvez bien imaginer que quand vous demandez un travail, par exemple, sur la forêt, amazonienne ou pas amazonienne, aux élèves, ceux qui ont finalement repéré les acteurs politiques, mais pas les enjeux et les valeurs, ils vont être là, niveau 2. Ceux qui ont aussi identifié les enjeux et les valeurs, ils vont être là. Et puis ceux qui finalement se positionnent parce qu'ils discutent les enjeux et les contradictions sur les enjeux, ils vont être là. Donc vous voyez bien que quand vous donnez une grille comme ça à des élèves, ils sont, eux, capables déjà de faire leur travail en fonction de la grille d'évaluation que vous leur proposez. Donc, ils vont vers les finalités que vous leur demandez. Et puis, évidemment, si votre intérêt, c'est d'entourer ces cases,
vous comprenez bien que si le niveau 1 vaut 2, le niveau 2 vaut 3, le niveau 4 vaut 5 points, vous pouvez vous attribuer à des cases, à des niveaux 1, 2, 3, 4 des points. Vous pouvez tout à fait répondre à la commande institutionnelle de manière bête et méchante en chiffres. Mais ce qui est certain, c'est que malgré tout, une fois que vous êtes sorti de cette contrainte, vous pouvez tout à fait proposer d'autres types d'évaluations, notamment par la capacité à problématiser, notamment pour identifier les valeurs, avec des finalités que vous choisissez. Si vous demandez aux élèves de décoder des rapports de pouvoir et de justice, par exemple, et qu'ils voient eux-mêmes cette grille et qu'ils voient que le niveau 4, c'est-à-dire le 20 sur 20 en France, c'est la confrontation des rapports de pouvoir qui permet de décoder les situations d'injustice et permet de prendre position, et idéalement de tendre vers l'engagement, ils vont se poser la question, mais c'est quoi ce rapport de pouvoir et en quoi sont-ils à confronter? Et dès lors que vous êtes là pour les aider en tant qu'enseignants, évidemment qu'ils vont tendre vers là. Alors nous, on a fait de nombreuses études où on propose des grilles comme ça, diverses, en fonction des projets, parce qu'elles sont infinies en fonction des objectifs qu'on se fixe. On voit que selon les dispositifs qu'on a, on atteint plus ou moins un niveau de grande sociabilité politique ou pas. Il y a des fois, ça ne marche jamais, on est là. On reste là, et puis si on doit évaluer les élèves, on va avoir 0 point. Et puis, il y a des fois, on arrive là, et selon le dispositif qu'on met en place. Et donc, voilà une des idées, mais c'en est une parmi d'autres. Encore une fois, c'est le travail qu'on est en train de faire, l'évaluation de ces éducations environnementales, notamment dans le système formel extrêmement contraint. Et on a des possibilités, on a trouvé des façons de faire comme ça. Et encore une fois, c'est comme l'éducation politique. Dans ce numéro de revue qui va arriver, il y a plein de collègues qui proposent des types d'évaluations différentes, mais qui sont toutes très intéressantes. Alors, merci beaucoup. Maintenant, il y a 3 personnes qui ont de belles questions. Benoît Urgeli, et ensuite Maria Del Carmen, et puis Louise Morand. Alors, on écoute Benoît Urgeli. Oui, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, et puis c'est bien de faire le pont entre l'événement d'hier, cette conversation magnifique à laquelle vous avez contribué, et la conférence d'aujourd'hui. Oui, c'est effectivement des liens que je tisse de manière intéressante. Je remercie Angela aussi pour avoir retracé cette histoire depuis les années 70. Je trouve sa frise très intéressante. Je suis arrivé dans la recherche en même temps qu'elle, c'est-à-dire au moment de l'EDD, dans les années 2000. Effectivement, où on sentait qu'on se faisait bouffer par l'environnement, mais pas de la manière dont on avait envie de le penser. Tout ça manquait un peu d'esprit critique et donc je suis assez convaincu aussi qu'on vit un virage, mais je le trouve encore pas assez fort à mon sens. Je le trouve un peu timide, c'est-à-dire si on repart encore pour 40 ans, déjà moi je ne serai plus là, et puis pour les enfants, je voudrais qu'il soit un petit peu plus radical le virage. C'est certainement du point de vue des pédagogies critiques que je parle, c'est-à-dire que c'est l'éducation aux politiques, j'aurais bien envie de la tirer tout doucement vers l'éducation politique, c'est-à-dire vers l'éducation qui vise à la transformation sociale, parce que on reste sur cette idée qu'on va conscientiser. J'ai l'impression que la grille que tu présentes, c'est une grille d'évaluation de la conscientisation critique et politique des élèves. Mais on peut, ce que je voulais discuter hier, on n'a peut-être pas eu le temps, on peut le faire peut-être maintenant, c'est de dire que c'est pas parce que tu vas conscientiser de manière critique une population de jeunes ou un individu ou des enseignants que les choses vont aller vers la transformation sociale. On peut même avoir des gens qui s'engagent très fortement sans avoir eu de conscientisation critique en amont. Donc c'est ce que je discute aussi avec un de mes étudiants, là, Timothée Guillermet, qui est connecté aussi aujourd'hui, qui prépare une thèse sur le sujet. Je me demande qu'est-ce qu'il y a ou comment établir un lien entre conscientisation critique et engagement militant dans la transformation sociale.
est-ce que tu as des connaissances de personnes qui ont travaillé sur ces liens? Pourquoi ils ne sont pas si directs que ça, voire même ils sont parfois, c'est-à-dire on peut avoir de l'engagement sans conscientisation critique. Donc ça m'intéresse beaucoup. Si tu as des arguments, je veux bien les entendre. Ouais. Alors, bon, oui, alors il y a plusieurs points. Ma proposition d'éducation politique, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, hein. Évidemment qu'on vise la transformation sociale. Évidemment que ce que je propose là n'est pas satisfaisant parce que c'est très édulcoré. Et ça, je suis totalement d'accord avec ça. Simplement, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye d'être pragmatique et de tenir compte des contextes et des rapports de force qui sont à l'œuvre réelle. C'est-à-dire que je me mets dans quelque chose qui peut être entendable. J'ai fait une conférence il y a de ça 2 jours. J'ai été invitée par Canopé et j'ai fait une conférence devant 600 enseignants là-dessus. Eh bien, je peux te dire que même cette version édulcorée que tu as vue passer, dès lors qu'on met le mot politique, et je l'ai atténué, et je l'ai transformé en disant que la politique, c'était la police, la vie dans la cité, et pas plus, que c'était pas partisan, que si, que je ne pense absolument pas, parce que je ne pense pas la moitié de ce que je dis, vous l'avez compris, mais je pense qu'il y a absolument besoin de se placer, pas forcément que dans ce qu'on souhaite, mais aussi dans ce qui est entendable. Et comme on est dans un contexte, si tu veux, ça, moi je suis contente de le dire, parce que si tu veux, il y a 10 ans, j'aurais jamais pu le dire. Le fait que je puisse le dire à 600 enseignants, je trouve que c'est un miracle. Par contre, de là à dire que ça peut encore passer, j'y suis pas encore. Que ça soit pas satisfaisant, alors moi je suis totalement d'accord. Je veux dire, moi, si on me permet de faire la révolution, je la ferai, si tu veux, tout ça m'embête. Tu vois, donc voilà, donc c'est juste ça. C'est pour ça qu'il y a 2 outils. Il y a l'outil de citoyenneté politique qui est plus de l'éducation, ce qu'on peut avancer dans l'éducation non formelle, dans les associations, ou comme disait la dame d'Haïti. Virginie, pardon, voilà, merci. Comme disait Virginie, évidemment qu'elle peut s'emparer de cet outil de citoyenneté politique. Elle peut s'emparer de l'éducation critique. Elle peut, mais ce qu'il y a, c'est que je pense qu'en fonction des contextes et pour faire évoluer, il faut vraiment avoir une position pragmatique. Alors évidemment, Benoît, je ne réponds pas à la question en disant ça, mais il me semble que je suis un petit peu réaliste pour essayer d'avancer. Déjà, rien que de dire à des enseignants que quand ils demandent aux élèves et aux éco-délégués de faire trier les déchets, ben, ils sont dans le transformatif, mais qu'il y a d'autres solutions. Rien que ça, c'est presque la révolution. Voilà. Alors, je ne sais pas, tu as posé plusieurs questions sur les éducations critiques. Ben, voilà, alors oui, je peux répondre. Moi, j'adore les éducations critiques pour ce qu'elles sont et elles méritent de ne pas être déformées. Mais néanmoins, si on veut qu'un jour elles rentrent vraiment à l'école, il faut arriver à leur donner une posture en apparence, je dis bien, en apparence neutre et objectivable. Et c'est ce que j'ai fait finalement dans cette proposition d'éducation politique. Parce que de dire, oui, eh ben, il y a des acteurs, par exemple, on va gérer la forêt amazonienne ou la forêt à côté de chez soi, il y a des acteurs différents. Et puis, par exemple, les autochtones et puis ceux qui exportent le bois n'ont pas les mêmes valeurs, les mêmes intérêts, etc. C'est déjà politique de le dire, et en même temps, pour l'éducation nationale, c'est acceptable parce que c'est objectivable en multiréférentialité, en neutralité, parce qu'il y a des méthodes issues des sciences de l'éducation, et là. On est dans un endroit où il y a beaucoup de novlangues, et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, sinon on passe à côté de la possibilité de faire bouger les lignes. Voilà. Mais néanmoins, sur le fond, je suis totalement d'accord avec toi. Et mettre les pédagogies critiques à l'école, j'applaudis à 100%. Moi, si on pouvait faire de la lutte contre l'extractivisme à l'école, évidemment, j'en serais ravie, mais n'empêche qu'on ne peut pas pour l'instant. Voilà, c'est juste ce que j'expose, c'est juste une position pragmatique, c'est tout. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Benoît. Oui, c'est ça. Je comprends bien. C'est pas une position de recherche, c'est pas une position de recherche, c'est une réponse. C'est une réponse, tu vois, dit très pragmatique, tu vois, c'est pas du tout une réponse de chercheur.
évidemment. Oui, je suis d'accord avec toi. Enfin, parce que le risque, c'est finalement, d'en étant trop brutal. Tout le monde en chemin, ouais. Oui, tu perds tout le monde et puis tu vas convaincre que les convaincus, c'est-à-dire nous, en fait, quoi. C'est ça. Donc, si on veut effectivement que ça soit un petit peu plus implanté, et puis il y a l'histoire de l'évaluation, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse dire que ce genre de pédagogie-là permet d'obtenir tel ou tel résultat par rapport à d'autres. D'objectiver, voilà. Oui, d'objectiver les pratiques. Exactement. C'est pour ça aussi que j'ai fait un exposé. Bien sûr, j'aurais pu faire un autre exposé sur la citoyenneté politique et tout ce qu'elle comprend. Mais je pense que si j'avais fait ça, j'aurais prêché déjà des convaincus et j'aurais rien appris. Enfin, tout le monde ici les connaît, même s'ils les expriment d'une façon différente. Tout le monde sait de quoi il s'agit. En quelque sorte, tout le monde les connaît et mis à part être content dans l'entre-soi. Et puis renforcer, mais il le faut aussi. Hein. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai fait volontairement, peut-être de manière un peu provocatrice, mais dans l'autre sens, un travail de redescendre vers le bas pour raccrocher notamment ces fameux rapports de force institutionnels dont on sort un peu en ce moment. Hein. Et je pense que plus ça va aller, plus on pourra exprimer des choses. Mais il faut y aller doucement parce qu'on va les perdre. C'est sûr, mais en tout cas, je finis là-dessus pour laisser les autres parler, mais par exemple, quand les enseignants poussent les enfants à aller manifester, à faire des marches pour le climat, je trouve que là, déjà, on passe un pas dans l'engagement. Enfin, on peut les mettre aussi devant ces paradoxes-là. C'est-à-dire que vous dites que vous êtes politiquement neutre, il n'empêche que vous poussez les gamins à aller manifester. Bon, c'est toujours les mêmes qui vont manifester, mais il y a quand même des formes d'engagement. C'est pas plus politique ni moins politique que de trier ses déchets. Et ça, de leur dire, ça leur donne une légitimité. Voilà. Et ça, de leur dire, ça leur donne une légitimité. Donc, si on a des tableaux de positionnement de toutes ces éducations qui permettent de donner finalement une légitimité à tout le monde, eh bien, la personne qui pourra se faire attaquer par son institution parce qu'elle emmène les enfants dans une manif contre le climat, pour le climat, eh bien, elle aura aussi des armes pour se défendre. Dire qu'elle aura des briques pour participer à ce rapport de force. Parce qu'elle pourra objectiver sa position dans l'éducation, dans les éducations environnementales, parce que elle pourra dire bah oui mais moi je fais ça parce que ça, et qu'elle aura des possibilités de déneutraliser tout ce qu'on demande automatiquement de faire, comme par exemple le fameux tri des déchets qui était exemplaire pour ça, c'est soi-disant neutre, mais tout ce qui est technique est anti-politique, et à un moment donné de dire aux enseignants mais non, c'est politique, et qu'ils l'entendent, il faut l'argumenter en leur disant c'est politique parce que ça favorise la vie dans la cité, et on ne peut pas aller plus loin pour l'instant. Ça permet quand même d'ouvrir, de dire puisque ça c'est la vie dans la cité, il y a d'autres façons de vivre dans la cité. Voilà, mais encore une fois, voilà. Alors déjà, je pense qu'on trouve là des éléments de réponse aux deux questions qui étaient en ligne. D'accord. Alors, je vais d'abord apporter les questions de Louise Morin, de Maria del Carmen, et ensuite entendre Franck Potoira. Alors, déjà, dans l'échange que vous venez d'avoir, on trouve des éléments de réponse à la question de Louise Morin. Qu'est-ce qu'il faudrait prioriser pour faire en sorte que ces transformations de l'éducation passent dans les institutions que nous avons? Donc, qu'est-ce qu'il faudrait prioriser comme stratégie pour, disons, intégrer une telle dimension éducative dans le système actuel? Et c'est lié aussi à la question de Maria del Carmen. Comment intégrer justement les dimensions politiques et critiques dans la formation des futurs enseignants, qui est finalement le nœud, le chaînon manquant bien souvent de l'engagement du milieu scolaire. Alors voilà, ces deux pistes sont lancées. Comment faire pour que les transformations passent dans les institutions? Est-ce qu'il y a quelque chose de prioritaire? Et deuxièmement, la question de la formation des enseignants. Oui, alors bon, encore une fois, quand j'ai émis cette proposition avec ces balises curriculaires là, sur cette éducation politique, je crois que c'est ce qui me semble que ce que j'ai fait, c'est-à-dire que
je suis partie d'épistémologie critique, hein, mais je les ai transformés avec des critères qui sont un petit peu dominants. C'est-à-dire qu'à 2 reprises, à la fois dans ces balises curriculaires, j'explique qu'il faut identifier les acteurs et puis voir quels sont les intérêts qu'ils ont, qu'ils portent et en quoi ils sont contradictoires. Ce n'est pas une épistémologie neutre, vous voyez, et ça me paraît important. Et enfin, de dire que tous ces acteurs ne sont pas égaux entre eux pour un tas de raisons, et que donc, du coup, il y a des rapports de nomination et qu'il y a un paradigme qui va l'emporter sur l'autre, c'est le deuxième élément, c'est-à-dire le dernier point de cette grille de balises curriculaires, quoi, qui est d'identifier ces rapports de domination finalement dans le monde. Donc, moi, je crois que ne serait-ce que ça, et ce n'est pas très difficile à mettre en œuvre, c'est quelque chose qui me paraît fondamental parce que tout à l'heure actuelle, tout ce qu'on nous propose est surplombant avec des valeurs surplombantes. On va vivre ensemble, on va faire un commun, on va. Mais la réalité sociale, et notamment au niveau de l'environnement, elle est totalement autre. Quand on est sur les territoires et quand on est sur la vie réelle, il y a des gens qui portent des intérêts divergents et donc des conflits d'intérêts, des conflits de valeurs qui portent des. Et donc, moi je crois que c'est ça le fondamental. Et de montrer qu'ils ne sont pas égaux, ben, c'est la deuxième solution. Alors, c'est très bateau et très basique hein, par rapport aux épistémologies qu'on porte d'habitude et la multiplicité des problématiques, mais ça me paraît fondamental. Et ce qui me paraît fondamental, c'est de le présenter de manière objectivable pour un enseignant dans le cadre de l'éducation nationale, enfin, dans le cadre où il n'a pas toutes les marges, mais celle-là, il l'a. Rien n'empêche, vous voyez, cette petite grille d'analyse que j'ai montrée là sur la forêt amazonienne, c'est un travail énorme que j'ai mené avec le syndicat en France qu'on appelle le syndicat Sud, donc qui est un syndicat le plus transformatif qui soit à l'heure actuelle en France. Et donc, de manière informelle, on a pris des articles et on les a traduits. Et ils sont arrivés à faire des travaux qui leur a demandé un boulot dingue parce que les manuels, du coup, sont plus opérants, ça ne marche plus, pas plus ce qu'il faut. C'est très plein de valeurs surplombantes. Donc, on n'y arrive plus à raisonner. Donc, il a fallu qu'ils refassent leur support d'enseignement pour qu'on puisse avoir la posture de l'exportateur de bois, la posture de la population autochtone, et ainsi de suite. Les 6 postures qu'on a d'abord identifiées ensemble pendant des travaux et qu'on a identifié en quoi elles ne sont pas compatibles. Voilà. Enfin, c'est un travail qui est gros, mais c'est des travails en petit comité d'enseignants. Et ce qui est, enfin, moi, ce que je fais, c'est que je choisis exprès des enseignants qui sont déjà politisés pour faire ce travail-là. Parce que, mine de rien, petite grille d'analyse là qui dit j'identifie les 6 acteurs et j'identifie quels sont les intérêts qu'ils portent, ben, c'est pas rien. Et ça se fait pas à l'école. Et et quand vous avez à la fin de l'année un enseignant qui a fait ça sur toutes les leçons, les élèves, ils portent les choses différemment. Alors, pour répondre à ta question, Benoît, ça ne dit rien de l'engagement. Mais je préfère quelqu'un qui comprend bien le système global et qui ne s'engage pas que quelqu'un qui s'engage sans comprendre le système global et qui s'engage dans l'absolu, parce que c'est la valeur surplombante, c'est l'engagement, mais sans avoir de formation politique et sans savoir vraiment ce qu'il fait. Et on se retrouve avec des ambassadeurs de tout sur des choses qui sont qui peuvent être très contre-productives, pas toujours. Hein. Mais merci Angela, et je suis certaine que Louise Morin, elle-même enseignante très engagée, Maria del Carmen, aurait elle-même des éléments de réponse à apporter à leurs propres questions. Alors, les conversations ne sont certainement pas terminées à ce sujet. Franck Potoira, on va avoir le plaisir de t'entendre. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bien. Bonjour Lucie, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir merci, de te voir. Je suis en ce moment dans une école. Je ne suis pas un enseignant, je suis animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire. Et je voulais témoigner de ce que vous avez dit, notamment de l'empreinte hégémonique institutionnelle, les volontés du ministère d'avoir une influence sur ce qui a trait au développement durable. Donc là, on a un plan qui arrive et évidemment, ça percole vite auprès des directions d'école. Et alors, il faut créer un comité de développement durable assez rapidement pour répondre à cette commande.
bien sûr, on n'a pas entendu certains acteurs du milieu éducatif formel pour parler de pédagogie critique, de justice sociale, mais pas forcément de développement durable, hein, puisqu'on a d'autres idées là-dessus, d'autres compréhensions. Sans parler de toute la confusion qu'il peut y avoir avec le mot développement durable, avec les ODD qui ne parlent pas forcément d'environnement, mais d'équité entre les sexes, de pauvreté, de santé, alors qu'on a tendance à l'attribuer juste au côté environnemental. Mais je voulais simplement vous lire un passage de ce plan de match donc, qui est proposé pour vous montrer que ce n'est absolument pas critique. On est encore dans l'atténuation puis dans le comportemental. Alors, il faudrait comme suggestion mettre en place des contenants de recyclage, acheter de la vaisselle réutilisable, installer des casiers à vélo, installer des ruches. De l'adaptatif, en effet. Oui, alors voilà, donc éventuellement organiser des ateliers ou des conférences en lien avec la protection de l'environnement, mais on n'est pas dans la pensée alternative, on n'est pas dans la remise en cause, on n'est pas dans le, comme vous disiez tout à l'heure, avoir un nouveau narratif, etc. On est encore dans l'EDD qui date de 20 ans et quelques, et malheureusement, c'est le dernier plan en place qu'on nous propose de faire, donc il y a un train de retard de ce côté-là. Et puis, juste puisque j'ai la parole, dans un document annexe à celui-ci, est-ce un début d'espoir, je ne sais pas, mais les actions prioritaires de ce plan d'accompagnement conseil, en tenant compte de la mission du ministère et de l'importance qu'il accorde à l'appropriation du développement durable dans l'enseignement. Donc là, il est écrit noir sur blanc que le volet enseignement doit apparaître à côté du mot développement durable. Donc, est-ce qu'on chemine vers un changement du curriculum ou est-ce que c'est juste un mot bien placé pour montrer cette influence-là de l'institutionnel? Je vous laisse en juger. Oui, juste un petit mot pour répondre à Franck rapidement. Tu sais, Franck, nous sommes en train de mettre à jour une version actualisée de la stratégie québécoise d'éducation en matière d'environnement, d'éco-citoyenneté. On espère beaucoup que tu pourras en faire une relecture pour nous apporter des suggestions parce qu'effectivement, quand on regarde le contexte actuel au Québec, avec ce plan d'accompagnement du développement durable dans les écoles, mais c'est un verrou incroyable, mais qui surplombe toutes les initiatives. Alors, je m'excuse d'avoir pris la parole, c'était trop tentant. Avec plaisir, Lucie. Non, mais il y a plusieurs réponses. La première, c'est qu'effectivement, les associations, malgré tout, elles ne sont pas dans une situation très loin de l'école, c'est-à-dire que, et même peut-être même pire, parce que si vous voulez, elles sont tenues par les dispositifs et les budgets qui leur sont alloués par les institutions, et vos salaires en dépendent, ce qui n'est pas le cas de l'enseignant. Donc, finalement, vous êtes un petit peu obligé de répondre aux appels à projets qui vous sont faits. Enfin, ça dépend des associations. Après, il y a des associations militantes, etc. Mais il y a eu quand même un mouvement de professionnalisation de ces associations environnementales vers des associations de développement durable et vers d'autres types d'associations parce qu'elles ont été tenues par tous les dispositifs qui ont été mis en place et les budgets qui vont avec. Donc, tous les militants ERE d'avant, ils se sont professionnalisés en répondant à des appels petit à petit, mine de rien, quoi. Donc, alors, en fait, juste pour réagir à ça, je ne travaille pas pour un organisme communautaire, je suis un employé de l'État dans une école, mais je ne suis pas un enseignant. J'agis la plupart du temps en parascolaire et je fais partie des gens qui amènent les jeunes sans contrainte de manifester pour le climat sur des bases volontaires. Voilà. Que, oui, même si les enseignants sont cadenassés par un programme millimétré qui ne laisse pas beaucoup de temps à faire autre chose, n'empêche qu'il y a pas mal de... Ils ont des marges de manœuvre plus grandes, en fait. C'est ça qu'il faut leur dire. Ils ont des marges de manœuvre plus grandes que ce qu'ils croient. Et je le vois, moi, concrètement, hein, avec des gens qui sont un peu politisés et qu'ils font des choses et ils sont ravis, quoi. Hein, ils font des choses, voilà. Et puis, je voulais en profiter pour répondre à Sylvie qui pose une question sur le changement de paradigme actuel, là. En fait, je ne crois pas que ce soit les programmes qui définissent l'enseignement. Je pense que c'est la vie sociale qui structure l'enseignement et les curriculums. C'est-à-dire que le changement de paradigme, il est lié au fait que pour l'instant, on a des remobilisations sociales pour le climat, que pour l'instant, on a
des mouvements citoyens multiples hein, qui, pour moi, je les place au début des printemps arabes, le début, les premiers au printemps arabe, puis il y en a tout un tas maintenant partout de par le monde. Et moi, je crois que, en effet, c'est parce qu'on a ces mouvements citoyens qu'on peut éventuellement aller vers des changements curriculaires. Et la preuve en est que partout, et à mon avis, ça c'est dans le monde entier, on révise les programmes maintenant à nouveau, après ne pas l'avoir sur ces questions-là. On m'a sollicité, par exemple, moi, pour faire partie du Conseil scientifique de l'éducation nationale, avec pour objectif de changer les programmes des questions environnementales et de développement. Alors, j'y vais très doucement, évidemment, parce que je ne peux pas faire tout ce que je veux. Je ne peux pas arriver avec mes gros sabots, avec l'éducation physique, je me ferai virer tout de suite, parce que ça reste l'éducation nationale. Mais n'empêche que parce qu'il y a ces remobilisations populaires, eh bien, il y a un changement de paradigme. C'est-à-dire que c'est parce que l'institution a été appuyée finalement pour moi par la chute du mur de Berlin et que ça leur a permis de mettre en place toute cette politique de développement durable qu'on a été écrasés, nous, au niveau des éducations et notamment des éducations relatives à l'environnement. Et que ce mouvement, cet écrasement, il est en train de se transformer. C'est-à-dire que le changement de paradigme, je ne l'appuie pas sur les programmes, je l'appuie sur la vie sociale. La vie sociale va amener, puisqu'on l'a dit totalement au départ, que les courants éducatifs suivent les enjeux de l'actualité et suivent l'actualité. Donc l'actualité, c'est la guerre du Vietnam, c'est la chute du mur de Berlin, c'est tout ça. Et c'est aujourd'hui les printemps arabes, c'est aujourd'hui les marches pour le climat. Et donc, il y a véritablement, à mon sens, un changement dans le sens où les rapports de force qui ont été très favorables au développement du libéralisme depuis la chute du mur de Berlin jusqu'à, on va dire, au moins 2015-2020, enfin jusqu'à il y a peu, sont en train de se transformer. Voilà, je ne sais pas si Sylvie, si j'ai répondu, mais voilà. En tout cas, c'est ma perception des choses, quoi. Et donc, moi, je pense que, étant donné que le contexte social change, eh bien, les possibilités et les courants éducatifs sont en train d'être modifiés. Mais on est à un carrefour, c'est-à-dire qu'on le voit. Pourquoi on le voit? On le voit parce qu'il y a beaucoup de recherches qui se font sur des courants émergents, de multiples, alors qu'ils avaient été complètement écrasés pendant 10 ans. Hein. Et donc, ça se sent. Et puis, parce que partout, les institutions qui ne sont pas idiotes, quand même, elles réagissent à ça. Et elles refont des programmes qui seraient, on va dire, le moins transformatifs possible, en dépit de la pression populaire, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Et puis peut-être en terminant, j'aimerais vous lire deux phrases de l'introduction justement du numéro sur éducation et socialisation qui sont de la plume d'Angela. Alors, elle dit la question de l'éducation politique clôt une longue période d'anesthésie au cours de laquelle l'injonction du développement durable et la décennie de l'éducation au développement durable sont venues renforcer les postures institutionnelles technicistes et apolitiques partout sur fond de géopolitique mondiale ultralibérale. Et dans ce texte-là, on trouve avec la plume d'Angela l'observation d'une repolitisation effectivement de la société observable à travers les questions environnementales de développement. Elle observe un retour affiché de la participation citoyenne, ça se sent, les jeunes jouent un rôle particulier ici à travers les sciences participatives, un goût de la démocratie active, l'engagement. Donc, un nouvel élan pour l'implication citoyenne dans les processus de décision, ce qui, évidemment, nous ouvre toute grande la porte vers l'engagement du monde de l'éducation, en fait, une nécessité de repolitisation de l'éducation. Et je pense qu'on va devoir être vigilant avec justement les nouveaux programmes de nos institutions politiques en éducation où, bon, oui, on a mis le bémol à certains endroits sur le développement durable, pas au Québec en tout cas, mais en fait, on nous propose une éducation à la transition, une éducation au climat, voire même éducation à l'anthropocène. Et finalement, ces cadrages-là
peuvent piéger aussi l'action éducative en les contraignant là, dans une trajectoire, en contraignant finalement la trajectoire d'une éducation politique plus déployée. Alors, on l'observe actuellement, on nous lance sur la piste, entre autres, de l'éducation au changement climatique. Oui, c'est urgent, c'est important, mais à un moment donné, il faut situer ça aussi dans un cadre d'analyse politique plus global. Alors, hier, je me suis plu à relire tes textes, Angela, les textes du numéro 63, éducation aux politiques, dans la revue Éducation et socialisation. Alors, ça a été de beaux moments qui m'ont rappelé des beaux instants de collaboration. Puis tu nous invites d'ailleurs à entrer dans une collaboration peut-être formelle, informelle, je ne sais trop, pour réfléchir, parce qu'on sent qu'on a ici une communauté de pensée. Alors, je ne sais pas si Hugues, au nom du Centraire, aurait un petit mot de la fin. Simplement pour remercier encore une fois Mme Barthes pour cette conférence. Merci à tous les participants, participantes qui ont assisté à la conférence et qui ont participé aux échanges. Merci beaucoup à toi, Lucie, pour l'animation. Cette conférence vient clore le cycle des journées de l'éducation relative à l'environnement qui avait débuté la semaine dernière, le 5 octobre, à l'occasion de la Journée internationale des enseignants. Puis aujourd'hui, on termine ça avec la Journée internationale de l'éducation relative à l'environnement. Donc, au nom du comité de direction, au nom du Centraire, je vous remercie beaucoup à tous et à toutes. On vous donne rendez-vous dans les prochaines activités, en fait, du Centraire. On vous invite à visiter le site web du Centre pour connaître la programmation scientifique qui va se poursuivre tout au long de l'année 2022-2023. J'ajouterais, n'hésitez pas à nous acheminer vos propositions d'articles pour la revue Éducation relative à l'environnement. On trouve chez vous un gisement extraordinaire de réflexion. Alors, merci à nouveau. Je me permets quand même de féliciter particulièrement le Centraire d'avoir traversé toutes ces périodes et d'avoir assuré une continuité parce que c'est plus que fondamental dans la résistance. Ça fait plaisir ce témoignage, Angela. Ça n'a pas toujours été facile. J'imagine bien, j'imagine très bien. Oui. Ce qui est bien, c'est que tu le dis au passé. Donc, quelque part, c'est que c'est moins difficile maintenant qu'avant. Ça va dans le sens de ce qu'on disait d'un point de vue politique. Et on l'observe. Alors, merci encore infiniment, Angela, d'avoir pris le temps et d'avoir partagé avec nous ces réflexions tellement importantes. Alors, on va se dire, comme dit Hugues, à la prochaine, quoi. Alors, on reste en contact. À tout bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.